Bonjour à tous, sur cette troisième et dernière vidéo sur le Sniperland Golf. Cette troisième vidéo, ça va être en gros le règlement. Vous pouvez considérer cette vidéo comme un podcast, il n'est pas indispensable de regarder, vous pouvez juste écouter attentivement, c'est suffisant. Je vous conseille vivement d'avoir déjà vu les deux vidéos précédentes, en particulier la deuxième sur comment remplir les grilles. Et d'ailleurs, cette vidéo en particulier, je vous conseille de la regarder une deuxième fois après avoir écouté les règles. Donc là, on est sur le règlement 2025. Si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, il se peut qu'il y ait quelques évolutions. Les évolutions, généralement, on les surligne d'une année sur l'autre. Donc reportez-vous au PDF de l'année en question si vous jouez en 2026 ou plus. Donc introduction. Tous les participants sont joueurs et arbitres. Il est de la responsabilité de tous d'appliquer et de faire appliquer le règlement. En cas de contestation, il est indispensable de le faire sur le champ. Les contestations a posteriori ne sont pas acceptables. De même, en cas d'accord de tous les participants d'une session, les cibles normalement interdites par le règlement sont autorisées. Le but du golf est de faire cohabiter fun et compétition en bonne entente, et cela repose sur les épaules de tous. Organisation des groupes par session. Afin d'assurer un déroulement fluide de la compétition, les joueurs seront divisés en groupes de 5. Quand chaque groupe a terminé sa session, une nouvelle session peut être organisée en mélangeant les groupes de manière à ce que chaque joueur rencontre un maximum de compétiteurs différents. Dans le cas idéal, tous les joueurs se rencontrent une seule et unique fois. Ça sera le cas dans une compétition à 25 joueurs. À partir du moment où il y a plus de 25 joueurs, et donc c'est quasiment le cas tous les ans maintenant, il y a forcément des joueurs que vous ne rencontrerez pas. Il faudra venir l'an prochain pour rencontrer ces joueurs-là. Nombre de cibles par session, il y a autant de cibles que de joueurs par groupe, à savoir 5. L'ordre de passage des tireurs. L'ordre de passage des joueurs d'un groupe est déterminé par l'organisateur de manière à rendre le jeu aussi fair-play que possible. Je m'explique. Quand vous passez en dernier, vous avez un avantage parce que vous pouvez adapter votre stratégie à ce qui s'est déjà passé dans la session. C'est pour ça que le logiciel qui tire les grilles va vous faire passer en moyenne tout le temps troisième. Vous passerez autant de fois premier que cinquième, deuxième que quatrième, ou troisième. Donc en gros, ça équilibre de manière à ce que vous ne passez pas tout le temps premier ou tout le temps dernier. Quant à l'ordre de passage dans un groupe particulier, il se décale à chaque cible de la manière suivante. Donc, pour la première cible, c'est le premier joueur du groupe qui place la cible, le joueur 2 l'attend en premier, puis joueur 3, joueur 4, joueur 5. Quand on arrive à la deuxième cible, on décale tout de 1. Cette fois-ci, c'est le joueur 2 qui place la deuxième cible, le joueur 3 l'attend en premier, le joueur 4 l'attend en deuxième, et ça sera le joueur 1 qui passe en dernier. Et ainsi de suite pour chaque passage. Positionnement de la cible et du pas de tir. Pour une cible donnée, c'est le premier tireur, donc le poseur de cible, qui décide de l'emplacement de cette même cible et du pas de tir correspondant. Et pour ça, il va déposer un cordage en forme de cercle au sol pour déterminer l'emplacement du tireur. La position de tir. Si rien n'est annoncé par le tireur, à minima, il faut que le joueur ait un pied dans la cible. Peu importe ce qu'il fait, il faut qu'il ait un pied dans la cible. Par contre, le poseur de cible peut imposer 3 positions avec des variantes. Donc les 3 positions, c'est debout, agenouillé, allongé. Et les variantes, c'est 1 ou 2 pieds quand on est debout, 1 ou 2 genoux quand on est agenouillé, et 1 ou 2 hanches quand on est allongé. Cependant, si si le placeur de cible décide d'imposer une position non conventionnelle, exemple typique, en équilibre sur un pied, si tout le monde est d'accord, ça peut se faire. Voilà. Par contre, à partir du moment où la cible est non conventionnelle, tout le monde peut s'y opposer. Distance des cibles. Il est possible de placer des vétos pour la distance de la cible dans les cas suivants. Si vous êtes un joueur FR, vous avez un veto au-delà de 60 mètres. Si vous êtes un joueur suisse, vous avez un veto au-delà de 80 mètres. En cas de veto, donc vous êtes en catégorie FR, il y a une cible à 70 mètres, j'y arriverai jamais, j'ai pas la portée, je mets un veto. Un veto ne peut être accepté que si la distance a été contrôlée au télémètre laser. Si jamais il n'y a pas de télémètre dans votre groupe, allez voir le groupe le plus proche, il y aura énormément de télémètres sur un golf, et dans le pire des cas, les orgas auront des télémètres. Détermination du par. Lorsque le poseur de cible choisit l'emplacement de la cible et du pas de tir, il doit atteindre la cible en un minimum de coups, et ce nombre de coups définit le par de la cible. Donc le poseur de cible marque automatiquement 0 points. Autrement dit, quand vous placez la cible, que vous ayez placé la cible en 1 ou en 10 tirs, ça n'influence pas du tout votre score à vous. Par contre, ça va influencer le score des autres.
Toutefois, si le poseur de cible manque sa propre cible 10 fois, il reçoit une pénalité de 10 points. Son score est augmenté de 10. Là, vous prenez direct un plus 10. Et du coup, vous devez replacer la cible et le pas de tir avant de retenter de toucher la cible. Lorsqu'on retente, le compteur de part est remis à 0. Ça ne commence pas à 11, hein. On recommence à 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et si le poseur de cible échoue à nouveau à toucher la cible en 10 coups maximum, il est éliminé de la session. Cette règle encadre donc la valeur du par qui sera forcément compris entre 1 et 10. Et un joueur éliminé qui joue hors compétition ne peut pas passer de cible. Par exemple, vous êtes le premier poseur de cible de votre session, vous foirez 2 fois, vous êtes éliminé de la session, vous pouvez continuer à jouer dans cette session, mais vous jouez hors classement, donc vous ne posez plus de cible. Score par cible par joueur. Les tireurs qui passent après le poseur de cible doivent toucher un minimum de coups. Et le score qu'ils obtiendront est égal au nombre de tirs réalisés pour toucher la cible, moins le par de la cible. En gros, votre score, c'est la différence de tirs par rapport au par. Le par est à 1, votre meilleur score possible, ça sera 0. Si le par est au-delà de 1, vous pouvez avoir un score négatif. Par exemple, le par est à 3, vous pouvez faire un moins 2. Pour les cibles lointaines, très difficiles, déterminantes, ça y est, on est en train de jouer la première place du classement général, il est vivement recommandé de mettre un joueur en arbitre à côté de la cible pour valider les impacts. On a des cibles métalliques, elles font un joli ding. Pour autant, si la cible elle est bien plantée dans le sol et que la bille vient taper vraiment au bas de la cible, juste à côté du sol, elle ne va pas forcément faire un gros ch'ting, surtout si vous êtes aux 70 mètres. Donc, dès que ça devient un petit peu critique, mettez des arbitres à côté des cibles, ça permet d'être vraiment sûr qu'il y a des touches. Abandon de cible. Il n'est pas possible d'abandonner une cible avant d'avoir tiré au minimum à 5 reprises. On vous force à tenter un minimum 5 coups, ça c'est obligatoire. Et si après 5 coups ou plus, vous estimez que vous n'y arriverez pas, il est possible d'abandonner, mais vous serez alors pénalisé du nombre de tirs que vous avez fait, plus du par. Donc, à minima, vous serez pénalisé de 5 coups, parce qu'on vous oblige de tirer 5 coups, et si le par était à 1, par exemple, c'est un par très facile, vous prendrez un plus 6. Si le par était à 10, vous prendrez un plus 11, parce que vous, pardon, un plus 15, parce que vous avez tiré 5 coups, plus un par à 10. Enfin, ça c'est une règle qu'on a rajoutée cette année, ça c'est la règle anti-tryhard, donc c'est pour éviter de ralentir, parce que tous les ans on avait des joueurs qui tiraient 65 coups sur une cible parce qu'ils voulaient absolument toucher la cible. Le problème c'est que ça ralentit le groupe. Quand un groupe est ralenti, on ne peut pas commencer la session qui suit, et du coup ça ralentit tout, et ensuite la nuit tombe et on ne peut plus jouer. Bon bref, c'est pour éviter de ralentir le jeu, être sûr qu'on terminera le golf. Donc cette règle, comment elle fonctionne? Vous ne pouvez pas tenter la cible au-delà de le par plus 10 coups. Typiquement, on va dire un par à 5, vous ne pouvez pas rater plus de 15 coups la cible. Si on avait un par à 5, une fois que vous avez tenté 5 plus 10 coups, 15 coups, vous êtes obligé d'abandonner. Et du coup, ça veut dire que le pire des scores que vous pouvez prendre, c'est un par à 10, vous tirez 10 coups de plus, et vous allez prendre du coup un score de plus 30. Vous aurez fait 20 tirs en tout, vous avez fait 10 tirs de plus que le par, donc vous avez fait 20 tirs, et vous allez prendre ces 20 tirs plus le par qui était lui-même de 10, vous prenez un plus 30. Et ça, ce que je disais tout à l'heure, cette règle a pour but d'éviter qu'une session dure trop longtemps et retarde tout le golf. Tir de réglage. Il est possible de réaliser des tirs de réglage lors de la compétition à 2 limitations près. Il est interdit de faire un tir de réglage en direction de la cible, et il est interdit de faire un tir de réglage entre le premier tir officiel et le tir qui valide le score de la cible. Les seuls tirs qui ne seront pas pris en compte, et là pour le coup c'est pas noté dans les règles, c'est les doubles feeds. Si jamais vous avez fait un double feed, ça ne compte pas, et les tirs à vide. Les tirs à vide ne comptent pas non plus. Ça c'est vraiment des incidents de tir non comptabilisés. C'est pareil, les tirs de réglage, quand je dis pas dans la direction de la cible, si vous tirez à 10 degrés de la cible, non, c'est pas autorisé. Il faut au moins vous tourner de 90 degrés. La cible est de type silhouette humaine IPSC taille 1. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, ce sont quand même des cibles relativement grosses. Ça fait 75 cm de haut par 45 cm de large. Et sur l'annexe, vous avez toutes les dimensions exactes si vous voulez vous en découper à la maison. La cible sera idéalement métallique. Pour le Sniperland Golf, c'est le cas. Et ça permet de valider de manière auditive les impacts. De même, les cibles sont peintes de toutes de couleurs orange vive. Ça permet de les voir de loin.
il est obligatoire que la cible soit au minimum partiellement visible depuis le pas de tir, et ce, même pour les plus petits. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a un joueur qui est relativement petit par rapport au poseur de cible et qui se plaint de ne pas voir la cible, vous mettez le joueur en question en position de tir, vous prenez un autre joueur qui passe derrière le tireur, il se met à la hauteur de l'épaule du tireur, et en regardant de manière tangente avec l'épaule, il doit être capable de voir la cible. C'est pas à hauteur des yeux, c'est à hauteur d'épaule, parce que la réplique est un petit peu plus basse. Donc il faut être sûr en fait qu'il y a une ligne de tir depuis la hauteur d'épaule qui peut aller jusqu'à la cible. Et enfin, il est vivement conseillé de ne pas incliner les cibles de plus de 45 degrés. Si vous prenez votre cible et que vous la mettez avec un angle très fermé, quand la bille va venir taper dessus, elle va venir lifter le métal et ça fera pas ting. Donc ne placez pas des cibles sur le flanc, en gros. 45 degrés, déjà, c'est très bien. Une chose qui est d'ailleurs pas écrite dans les règles, les cibles sont fournies avec des cordes pour pouvoir les attacher à droite à gauche. N'entourez pas les cordes sur la cible, parce qu'une bille qui tape dans les cordes, ça fera pas ting. Donc les cordes, quand on n'attache pas la cible avec des cordes, on met les cordes derrière la cible, pour éviter que les cordes gênent l'impact. Les cibles mobiles, donc les cibles mobiles, techniquement, c'est interdit, une fois de plus, si tout le monde est d'accord, pourquoi pas. Il y a deux types de cibles qui sont techniquement légales par rapport à tout ce qu'on a dit avant, mais pour lesquelles on peut s'opposer. Ce sont les cibles type lob, donc c'est un obstacle à mi-course, et en gros, ça facilite la touche pour les gens qui sont grands, ou pour les gens qui ont des répliques peu puissantes, mais réglées avec beaucoup de hop-up, un hop-up qui lobe. Dans ce cas-là, si on est dans une cas de cible lob qui est visible pour tout le monde, attention, hein, il faut vraiment qu'elle soit visible pour tout le monde à hauteur d'épaule, comme je l'ai expliqué précédemment, il faut qu'il y ait la majorité relative des joueurs qui s'opposent à cette cible pour que cette cible soit interdite. Typiquement, on est dans un groupe de 5, bon, le poseur, lui, il a décidé qu'il la mettrait là, il suffit qu'il y ait 2 joueurs sur 4 qui vont tirer la cible qui s'oppose pour que cette cible-là soit abandonnée. Un autre type de cible qui peut être pour lequel vous pouvez vous mettre en opposition, ce sont les cibles type chance. En gros, c'est la cible où il n'y aura pas un trou plus gros qu'une pomme de main. Il y a de la branche, du feuillage, du grillage partout, donc c'est vraiment au petit bonheur la chance si la bille passe à travers. A priori, vous pouvez vous-même placer une cible comme ça. Ceci dit, si vous avez une majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des tireurs en face qui s'y opposent, donc dans un groupe de 5, il y a 4 joueurs qui tirent, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de 2 joueurs, donc 3 joueurs qui s'opposent. Là, si vous avez 3 joueurs qui s'opposent, vous devez replacer la cible. Donc ça, ce sont les deux types de cibles qui sont à la limite, en fait. Elles sont autorisées, à condition que vous n'ayez pas 2 ou 3 joueurs qui s'y opposent. Accessoires de tir. Au départ, la règle était très simple, c'était tout est autorisé. Après, c'est parti en couille. Donc, maintenant, il y a quand même quelques trucs qui sont interdits. Les accessoires de visée déportée ne sont pas autorisés. On ne prend pas la visée à travers un écran avec une caméra et compagnie. Il faut prendre des visées à travers quelque chose de purement optique. Lunettes, prisme ou mécanique, mire, guidon traditionnel. La détente doit être pressée au doigt, pareil, pas de je mets la réplique sur un trépied, je me mets 3 mètres plus loin et je tire sur la ficelle pour tirer ma bille, ça c'est interdit. Et tout ce qui est accessoires type tabouret, chaise, harnais, tout ça par contre c'est interdit. Les seuls accessoires qui sont autorisés en fait sont des accessoires fixés à la réplique. Et enfin la dernière chose qui est interdite aussi, c'est de déplacer des éléments du décor pour se faciliter le tir. Typiquement, vous n'allez pas mettre un gros rondin dans le rond de corde pour pouvoir tirer plus haut. Ça, c'est pas autorisé. Et enfin, le dernier truc qui est interdit, ce sont les répliques de plus de 2 mètres de long, parce que ça commençait à discuter aussi de ça il y a quelques années. Si vous avez des branchages vraiment juste devant la position de tir, forcément, si vous avez un silencieux de 1,50 m, ça aide à passer à travers ces branchages. Donc, on a limité la longueur des répliques à 2 mètres, et jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de mesurer une réplique. J'espère que ça sera toujours le cas. Les catégories, donc il y a 3 catégories, vous allez tous jouer ensemble, mais par contre, les trophées seront attribués pour chaque catégorie. Donc, catégorie FR, c'est 2 joules maximum. Dès que vous atteignez 2 joules rang, vous passez en catégorie au-dessus, donc à savoir en catégorie suisse. Les Suisses, c'est entre 2 et 3 joules. Si vous atteignez 3 joules rang, vous passez dans la catégorie au-dessus, qui est à savoir la catégorie Open, et la catégorie Open, on l'a bridée à 4 joules et demi, pour éviter que ça devienne n'importe quoi. Et
Ça, c'est aussi noté dans les règles. Il y a des classements officieux. Si vous arrivez en catégorie, si vous arrivez avec un gun en propulsion gaz ou HPA, qui sont généralement très minoritaires, on fera très certainement un classement pour vous aussi, pour savoir qui c'est qui a fait le meilleur score en gaz ou qui c'est qui a fait le meilleur score en HPA, ainsi de suite. Le système de points. Donc le système de points, à la fin d'une session, dans votre groupe, on regarde qui c'est qui a le score le plus bas, donc qui c'est qui a le mieux tiré. Celui qui a le score le plus bas termine premier. Il se retrouve avec 5 points. Le deuxième prend 3 points, puis 2 points, 1 point, 0 point. La différence de 2 points entre le premier et le deuxième joue beaucoup dans les classements finaux. Donc ça incite à prendre des risques pour terminer premier, parce que généralement, les 2 points de différence, là, c'est crucial. En cas d'égalité dans un groupe, les joueurs ex aequo obtiennent le même nombre de points. Et le joueur suivant obtiendra le nombre de points de son rang. C'est-à-dire que là, dans l'exemple que je donne par la suite, il y a 2 premiers ex aequo, ces deux joueurs-là prennent 5 points, du coup il n'y a pas de deuxième, il y a un troisième, il est derrière 2 joueurs, donc forcément il est troisième. Et du coup, le troisième ne prendra pas 3 points, il prendra 2 points, il est troisième. Et donc du coup, voilà, à la fin de la compétition, on fait le total de vos points par session. Vu qu'il y a 6 sessions, votre score en maximal c'est 30 points, et c'est le joueur avec le plus gros score qui gagne le golf, sachant qu'en cas d'égalité sur les podiums, on fait des morts subites pour déterminer un podium, pour avoir un 1, 2, 3. Voilà. Les morts subites ne concerneront que les gens sur un podium. Et la mort subite, c'est un petit peu au bonheur la chance. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont jamais participé. Ceux qui ont déjà participé, vous savez à quoi vous pouvez vous attendre plus ou moins. Ok, et la dernière règle, c'est la règle du faites pas chier. C'est la règle qui est là pour éviter les dérapages en tout genre. En gros, en tant qu'organisateur, on se réserve le droit de mettre un veto à tout ce qu'on se considérera comme étant en dehors du cadre du fair play. Vous ne pouvez pas changer de puissance en cours de partie, vous ne pouvez pas changer de réplique en cours de partie, vous ne pouvez pas péter au nez du gars qui est en train de tirer sur sa cible. Voilà. Tout ce qui vous semblera évident, mais qui n'est pas noté dans les règles, en gros ça tombe là-dedans. Et en cas d'application de la règle du fait pas chier, l'organisateur se réserve le droit soit de pénaliser en donnant des points additionnels à la personne incriminée, voire à l'éliminer carrément. Et généralement, quand cette règle s'applique, le règlement évolue l'année d'après. Ça, j'en sais quelque chose parce que c'est moi qui les écris tous les ans. Donc voilà, j'espère que c'est très clair pour vous. N'hésitez pas à regarder à écouter cette vidéo quelques fois. Les gens qui ont déjà participé, ça sera beaucoup plus évident pour eux. Les autres, visez-le tout simplement. Je vais me permettre de répéter ce qui était dit au tout début. Vous êtes tous joueurs et arbitres. Donc la connaissance du règlement est très importante. Ça permet une bonne entente sur le terrain et qu'on puisse tous faire ça dans le plus grand des délires, mais dans le plus grand des sérieux en même temps. Comme dirait un youtubeur que vous connaissez certainement, l'important c'est de jouer, et je sais plus comment il dit, de jouer sérieusement mais sans se prendre au sérieux. Il me semble que c'est ça la formule adéquate. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt fin juin pour la 7e édition du Sniperland Golf. Allez, à plus!